Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Bienvenue au 9e épisode do Dollar Master, un défi de 14 jours sur YouTube où on fait l'analyse du marché américain et on passe à la pratique car je vais investir 10 000 dollars de ma propre poche avec vous ici sur YouTube. Ok? Je vais voir qui est là. Est-ce que l'image ça se passe bien? Est-ce que l'audio il est bon pour tout le monde aussi? Je vais voir qui est dans les chats. Je vois que Mamadou il est là. Alain, Hervé, Pablo, Bernard, Aurélie, Luc, Loïc, Jean-Michel, Nelly, Philippe, Mika, Dominique, Mike. Bonsoir tout le monde. Allez, je passe à la présentation. Aujourd'hui, on va parler du sujet de l'investissement passif, qui sont les principaux ETF américains et quelle est la différence de l'investissement avec un ETF, qui c'est un panier d'actions, par rapport aux actions. Ça marche? Et à la fin, je vais parler des nouveaux achats que j'ai fait avec les portefeuilles dans la Master. Si vous êtes inscrit dans les groupes Telegram, dans les groupes WhatsApp ou dans la newsletter dans la Master, qui est dans la description de la vidéo, vous avez reçu tous les nouveaux achats que j'ai réalisés déjà aujourd'hui. Je vais ouvrir les courtiers plus tard et je vais vous montrer comment ça se passe. OK? Donc, pour ceux qui tombent ici pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne, je partage le maximum possible de contenus de long terme pour devenir un partenaire des belles sociétés. Donc, c'est un défi de 14 jours qu'on commence tous les jours à 20h. Donc, du 8 mars au 21 mars, on va être ici à 20h avec un live bonus le 22 mars. OK? Donc, du deuxième au 14e épisode, les contenus resteront disponibles pendant 48 heures. On arrive au 9e live déjà. Donc, vous allez voir que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième live ne sont plus disponibles, par exemple. Mais si vous voulez avoir accès, vous pouvez faire l'inscription de la newsletter dans la Master. Vous allez recevoir la playlist des lives. Vous allez trouver aussi les books dans la Master, les books d'analyse fondamentale et la liste et l'analyse des sociétés choisies. Ça marche? Donc, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo et la préinscription pour la formation Insider d'investissement personnalisé. Les préinscriptions sont ouvertes, donc vous pouvez faire maintenant parce qu'il est 22 mars, il y aura des places disponibles. Il y a très peu d'ouverture par un, donc ça peut être votre opportunité de faire partie de cette communauté. Ça marche? Bon, on va parler de l'investissement passif du coup. On va commencer déjà ce qui se passe dans la gestion passive. La gestion passive a pour l'objectif de répliquer les performances du marché des références. Donc, on va choisir un marché de référence et on va suivre cet indice de référence. L'investisseur passif possède un panier d'actifs qui réplique certains marchés. Donc, par exemple, il y a les CAC 40. C'est quoi les CAC 40? C'est un panier avec les 40 plus grosses sociétés du marché français. À la place d'acheter Danone, Louis Vuitton, Renault, Peugeot, etc., on peut acheter une seule action qui c'est un ETF, qui c'est un panier d'actions qui va représenter une petite partie de toutes ces sociétés. Et donc, avec une seule action, entre guillemets, on va acheter tous les marchés français. Ça, c'est un ETF. Okay? Un ETF vient de l'anglais, Exchange Traded Funds. Donc, c'est juste un fonds de placement où il va suivre exactement la courbe du marché. Si le marché va augmenter de 1% dans la journée, donc votre investissement va monter de 1%. Si le marché va baisser de 1%, votre investissement va baisser de 1%. La gestion passive permet d'investir sans passer du temps sur l'analyse régulière. Vous allez dépenser du temps pour former votre portefeuille d'ETF, donc pour les bâtir, pour les construire. Ensuite, vous allez dépenser 5 minutes par mois juste pour faire des achats réguliers. Donc, pour ceux qui investissent avec la gestion passive, ces types de personnes, même moi je possède des ETF aussi, vous croyez sur la moyenne du marché. Vous croyez que le marché est aussi à long terme. Et j'ai déjà montré dans un live pourquoi le marché est aussi à long terme et pourquoi ça fonctionne l'investissement sur les long terme. Donc, la personne qui investit sur les ETF classiques, elle ne peut pas rêver de faire 20%, 18% par an. Même sur les achats indirects, c'est très difficile de faire telle rentabilité. La personne qui investit avec un portefeuille d'ETF va chercher plutôt des rentabilités moyennes comme celle de marché. Ça dépend de l'indice, les paniers que vous allez acheter. Vous allez faire entre 6 et 14%. Ça dépend de la période et ça dépend de l'indice de référence. Évidemment que 6% à 14%, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que faire 0,5% qui ne paye même pas l'inflation sur les livrets A. OK?
Par rapport aux risques, les ETF classiques vous ferez une rentabilité, comme je viens de dire, entre 6 et 14% dans la moyenne. Évidemment qu'acheter des ETF, vous allez être beaucoup plus diversifié parce que dans un panier, vous allez avoir beaucoup d'actions. Donc, c'est beaucoup plus diversifié qu'acheter des actions. Et donc, vous allez avoir un peu moins de risques avec les ETF. Ça marche? Donc, on va regarder rapidement ici quels sont les ETF USA, donc les ETF américains les plus connus. Beaucoup de gens connaissent déjà, c'est les SP500, c'est les Russell 2000, c'est les Nasdaq. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans chaque ETF? Quel est le poids des sociétés? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les choses que c'est impossible de trouver dedans? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Donc, on verra ça aujourd'hui. Je vais aller sur les sites d'Amundi, site d'Elixir, sur les sites de l'indice MSCI, qui c'est la société qui va créer des indices de référence. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, on va regarder l'S&P 500, on va regarder la Nasdaq, on va regarder le Russell 2000, on va regarder l'USA MSCI. Je peux vous montrer l'USA Momentum aussi, qui c'est juste avec les facteurs Momentum. OK? À la fin de ces lives, j'ai parlé des achats. Et hier, ça restait de vous montrer où on peut trouver des informations par rapport à combien d'actions les chefs, les managers des sociétés possèdent. Donc, je vais vous montrer où vous pouvez trouver aujourd'hui. OK? Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Anthony est là aussi, Dominique, Jean-Marc, Mario. Bonsoir tout le monde. Allez, on va commencer avec l'S&P 500, les classiques. Donc l'S&P 500, c'est un indice boursier basé sur les 500 plus grosses sociétés de marché américain. Ça, tout le monde ici, la majorité au moins parmi vous connaissent déjà très bien. Ici, j'ai mis juste un exemple, comment vous pouvez acheter dans un PA par exemple. Pour ceux qui sont très débutants et ne savent pas, oui, mais comment je peux trouver des ETF, comment je peux les acheter? Si vous avez déjà un compte d'investissement, ok, comme DGIRO, Bourse Directe, etc. Si dans la barre des recherches, vous cherchez SP 500, etc., il va vous afficher déjà des ETF disponibles. Donc ici, c'est un ETF SP 500 du marché français. On peut acheter avec les PA, son code CPE 500 ou les codes ISIN vous avez à droite. Et donc, je vais aller sur les sites d'Amundi pour vous montrer quelques détails. Ça marche? Donc ici, on est sur les sites d'Amundi. Donc vous avez ici la valeur liquidative, c'est les prix de l'ETF. Donc ça veut dire qu'avec 30 €, presque 31 €, on peut acheter une petite partie des 500 plus grosses sociétés américaines. Les actifs nets que vous voyez ici, c'est les montants d'argent investis sur cet ETF. Donc, c'est tous les investisseurs, l'argent qu'ils ont mis ensemble. Donc, vous, les autres investisseurs qui achètent cet ETF, ça donne un peu plus de 1 milliard d'euros investis dedans. Donc, ça montre une belle liquidité. Normalement, si ça dépasse les 50 millions d'euros, c'est déjà bien liquide. Les frais courants, ce sont les frais annuels qu'on paye, parce qu'imaginez, Amundi, elle doit former ses paniers. Ces paniers, ils doivent suivre exactement l'indice de référence. Donc, il y a un management plutôt automatique, mais il y a un management arrière. Donc, c'est pour ça qu'on paye 0,15% des frais par an. À mon avis, jusqu'à 0,35, jusqu'à 0,50% par an, c'est carrément payable. On est en train de payer 0,15% pour avoir un panier avec 500 sociétés américaines dedans. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur les sujets d'ETF, les types d'ETF, sur ma chaîne, si vous écrivez dans ma chaîne, sur la petite barre de recherche ETF, ou vous tapez Club des valeurs ETF, vous allez trouver plus de 15 vidéos par rapport aux ETF synthétiques, ETF physiques, ETF à capitalisation, à distribution. Je ne vais pas expliquer ces types de nuances, mais vous avez tout dans ma chaîne, vous pouvez regarder après. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer les actifs qui sont dedans et les caractéristiques. Okay? Donc, les frais des 0,15, c'est acceptable. Tous les 1000 € que vous allez acheter des CTTF, vous allez payer 1,50 € par un des frais. Okay? Ça, ce n'est pas les frais d'achat ni les frais de vente. C'est les frais courants que vous allez payer. Okay? Donc, ici, vous allez trouver, par exemple, les top 10 des sociétés. Si vous cliquez ici en télécharger, vous allez voir une liste plus grande en fait des sociétés. Ça marche. Si vous faites la même chose en télécharger ici à droite, par rapport les secteurs, vous allez trouver un Excel avec la répartition sectorielle que vous voyez ici. Donc l'S&P 500, c'est un indice où la technologie pèse beaucoup. Presque 30%, c'est de la technologie. Ensuite, la santé avec 13%, la consommation cyclique avec 11%, la finance avec 11% aussi, les services de communication et de télécommunications avec 9%, l'industrie 7%, conso non cyclique 6%, énergie 3%, immobilier 2%, matériaux 2% et services publics 2% aussi. Vous avez ici une chose intéressante à remarquer.
Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, c'est Google dans la bourse, ok? Google dans la bourse s'appelle Alphabet pour ceux qui ne connaissent pas. Aux États-Unis, pour certaines actions, on a les actions A et les actions C. C'est une action donne droit au vote et l'autre donne pas droit au vote aux actionnaires. On a Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, c'est la société de Warren Buffett, et on a Meta Platforms, qui c'est Facebook, Instagram et WhatsApp, et on a United Health. Si on va sommer les poids des top 10 des sociétés, en grosso modo ici, ça donne déjà 13, 16, 18, 20, 23, 26. On a plus ou moins 28% sur les top 10 des sociétés. Donc on a 500 sociétés dedans, mais vous voyez que en fait les top 10, juste les 10 premières sociétés, ça pèse beaucoup dans les portefeuilles, pèse déjà presque 30%. Okay? Et donc par rapport à la répartition sectorielle, c'est la technologie, les secteurs qui pèsent les plus. Ensuite, on va descendre ici, vous allez trouver des autres informations. C'est de type synthétique, cet ETF-là. Et la performance, vous allez trouver la performance des longs termes, des courts termes. Donc, je vais placer ici sur 10 ans. Vous allez voir ici que la pandémie de 2020, c'est presque négligeable par rapport à tout ce qu'on a maintenant dans la bourse. Et la bourse a bien baissé depuis la fin de l'année 2021 jusqu'à maintenant. Donc, elle a perdu environ 10-12% sur les marchés américains. Une baisse de 12%, c'est pas assez... c'est pas une baisse régulière, hein. C'est un peu rare d'avoir une baisse de 12%. Donc, ça peut être un bon point d'entrée pour ceux qui vont rester sur les longs termes. Okay? Donc, vous avez ici donc, la rentabilité des 10 ans. Vous pouvez choisir aussi une autre période pour analyser. Et voilà les informations par rapport à l'ETF. Okay? Vous avez les documents d'ici, les prospectus qui expliquent un peu plus en détail ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est l'indice classique que tout le monde connaît. Gardez dans la tête l'information suivante. La société qui pèse le plus, c'est Apple avec 6,92%. Et la technologie pèse 28%. Maintenant, on va analyser les autres indices et on va voir quelle est la différence par rapport les ETF. Okay? Je reviens sur la présentation. Donc maintenant, je passe sur les Nasdaq. Les Nasdaq, c'est un indice boursier. Il correspond aux 5 plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq. Faites attention, beaucoup de gens pensent que les Nasdaq, c'est forcément de la technologie. Les Nasdaq correspondent aux 5 plus grandes sociétés non financières. Ça veut dire qu'on peut trouver des sociétés, plein de domaines d'activité. Sauf que comme on va considérer 100 sociétés les plus grandes, normalement, dans les marchés, depuis les années 2000, les plus grandes sociétés du Nasdaq sont des sociétés de technologie. Okay? Donc, les sociétés qui ne respectent pas les règles d'inclusion dans les Nasdaq sont remplacées par des nouvelles sociétés une fois par an à la 3e semaine de décembre. Donc, une fois par an, ils vont analyser les 100 sociétés qui sont dans les Nasdaq. Si elles ne respectent pas les critères d'être parmi les 100 plus grandes sociétés, les sociétés les plus petites vont quitter, il va être remplacé par des autres sociétés qui vont venir pour les remplacer. Donc ici, j'ai mis un exemple de Nasdaq PA Elixir. On peut acheter Nasdaq avec un PA. Son code, c'est PUST et on a les codes ici. Je vais cliquer ici, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les Nasdaq. Donc ici, je vais aller sur les Nasdaq d'Elixir. Vous avez ici qu'un ETF coûte 48 dollars. 48 euros, pardon. La performance depuis le début de l'année, c'est des moins 15% presque. Okay. L'encours sur gestion, donc les actifs nets, c'était écrit sur les sites des Amundi, ici c'est écrit encours sur gestion, c'est des 116 millions d'euros. Et les frais des 0,30% par an, c'est que c'est acceptable. Okay. Si on descend ici, on trouve déjà la performance. Sur les 3 derniers mois, vous voyez qu'elle est en perte, carrément. Sur les 6 derniers mois, vous voyez donc les pics historiques après la baisse. Sur 1 an, on va un peu mieux. Sur 3 ans, on voit que les marchés sont carrément haussiers sur les Nasdaq et on a eu cette baisse récente. Sur les 5 dernières années, vous voyez la tendance de long terme. Et si on considère tout, on a les graphiques depuis 2014. Évidemment que les Nasdaq est beaucoup plus ancien que ça. Les années de 2000-2001, les Nasdaq a eu une baisse de 60%. Donc une baisse énorme. Mais depuis la crise 2008, le Nasdaq a décollé, surtout avec les sociétés de technologie comme Meta, Google, PayPal, etc. Donc, par rapport à la performance cumulée, vous avez ici que sur 5 ans, il a fait 146%. Cet indice. Sur les 3 dernières années, 92%. Et depuis 1 an, 11% parce que sur les derniers mois, on a des pertes. Okay?
Donc, si je descends, on va voir les positions. Et là, c'est une chose intéressante à remarquer. Vous voyez que parmi les top 10 des sociétés, on a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Alphabet, Nvidia, Facebook, Broadcom et Costco. On a presque les mêmes sociétés. 7 parmi les 10 sociétés sont la même, sauf qu'Apple ici pèse 12,39%. Et dans l'S&P 500, elle pesait 6,92%. Microsoft sur les Nasdaq va peser 10. Sur l'S&P 500, il va peser 6. Amazon pèse 3,61 sur l'S&P 500. Sur les Nasdaq, il pèse 7. Donc, vous voyez que comme les S&P 500 sont les 500 plus grosses sociétés de marché américain et les Nasdaq sont les 100 plus grosses 12 Nasdaq, on a plutôt un conflit. On a un doublon si on va acheter les DETF. C'est pour ça qu'on n'achète pas les Nasdaq, les S&P 500. Ou si on achète, on doit être conscient qu'on est en train de surpondérer les sociétés déjà. Mais normalement, avec les poids dans ces ETF, on arrive déjà à établir un poids sur les sociétés qu'on aime bien. Donc ici, vous voyez que Apple et Microsoft possèdent les doubles de poids, même plus. Et donc, si on somme ici vite fait, Apple, Microsoft, ça donne déjà 22%, plus Amazon, 29%, 30%, 34%, 40%. On arrive presque à 50% de poids de l'ETF sur les top 10 des sociétés. Donc, les top 10 dans l'S&P 500 pèsent 30% plutôt, et les top 10 dans les Nasdaq pèsent 50%. Donc, il faut savoir, il faut être conscient que si vous placez de l'argent sur les Nasdaq, vous investissez plutôt sur les top 20, sur les top 30 des sociétés. Parce que les top 30 va peser la grosse majorité de l'ETF, juste les top 10 pèsent déjà 50%. Okay? Par rapport à la répartition sectorielle, on va voir 50% va être la technologie de l'information, la communication et télécommunication 17%, biens de consommation cyclique 15%, santé 6%, biens de consommation durable presque 6% aussi, industrie 3% et services aux collectivités 1%. Donc la grosse majorité, ça va être que de la technologie. OK? Donc, je reviens sur la présentation. Est-ce que ça va pour l'instant? Qui ici investit sur les Nasdaq? Je vais savoir qui investit directement sur les Nasdaq. Sur l'S&P 500, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Mais sur les Nasdaq, je vais savoir qui ici est sur cet indice. Personne ici est sur les Nasdaq. Tout le monde est sur l'S&P 500. Et qui est donc dans l'S&P 500? Hop. Jacques Valigeau, moi. Nelly, moi. Très bien. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle 5 critères pour analyser un ETF. Et je vous montre ce qu'il faut regarder. Les frais, l'encours, c'est la liquidité, les niveaux de diversification, la transparence. Donc, je vous explique en détail. Donc, gardez bien en tête 5 critères pour choisir un ETF. Et un autre ETF, une des meilleures des machines, mais très peu vue, très peu regardée, c'est la vidéo comment construire et analyser un portefeuille d'ETF. Je vous montre même un outil que vous pouvez simuler avec des données du passé, comment c'était les comportements de portefeuille que vous voulez avoir. Donc vraiment, je vous conseille ces deux vidéos. 5 critères pour analyser un ETF et comment construire et analyser un ETF. Ok? Je vous recommande fortement. Popcorn SP 500, Luc SP 500, Sophie SP 500, Mamadou en P2, ça marche. SP 500 depuis hier pour Dominique, très bien, très bien. Donc ici, on va analyser un peu maintenant les Russell 2000. Donc on va aller sur les Russell 2000. Donc là, on a les Russell 2000 sur Amundi. Une part de Russell 2000 coûte des 157 €, donc c'est un peu plus cher la part de Russell 2000. En termes d'actifs, il y a plus de 160 millions investis dedans, avec des frais de 0,35%, c'est que c'est acceptable aussi. Okay? Vous voyez que la majorité des sociétés qui sont dedans, vous ne connaissez pas, et sont des sociétés qui pèsent très peu. Donc la société qui pèse le plus, c'est o 20V, qui pèse 0,40%.
Donc ça veut dire que les Russell 2000, c'est vraiment bien diversifié. C'est un indice très diversifié. Okay? Donc, les secteurs qui pèsent le plus, c'est la finance, ce n'est pas la technologie. En deuxième place, on a la santé. En troisième, l'industrie. Après, la technologie avec 13, la conso cyclique avec 11, l'immobilier avec 7 et les autres secteurs, ils vont peser moins que 7%. Remarquez qu'il fait un bon binôme avec le S&P 500 ou un bon binôme avec les Nasdaq, car les principaux secteurs ne sont pas de la technologie. Donc, vous allez voir un peu plus de la finance, de la santé, de l'industrie et surtout avec les petites sociétés dedans. Okay? Si je descends ici un peu plus bas, on a les performances sur les 10 ans. Donc, vous voyez ici que l'accumulé sur les 10 dernières années descend 23%. Il faut remarquer, pour ceux qui investissent sur les Nasdaq, qu'il y a des périodes que les Nasdaq ne fait rien. Remarquez, entre 2015 et 2017, il n'a rien fait. Après, il a monté d'un coup 30%. Entre 2017 et 2018, il n'a rien fait. Après, d'un coup, il a monté 35%. Après, il a descendu un peu, il a monté à nouveau 25%. Il a eu la pandémie, et depuis la pandémie, il a fait plus de 120% de rentabilité. Donc, pour les small cap américaines, pour ces secteurs, pour ces domaines d'activité, plutôt de la finance, de la santé et des petites sociétés, c'est un comportement normal. On passe sur des périodes de 2 ou 3 ans sans rentabiliser beaucoup ou rien faire sur un plateau et ensuite on fait des coups de 20, 25, 30%. C'est pour ça de l'importance des achats réguliers, parce que quelqu'un qui fait beaucoup d'achats réguliers, par exemple entre 2015 et 2016, en 2017, quand les marchés ont monté de 30%, tout l'argent investi entre 2015 et 2017 a rentabilisé 30%. Donc là, l'importance du DCA et des achats réguliers aussi. Okay? Donc, sur les 5 dernières années, il a fait 44% de rentabilité. Je descends ici, vous avez la rentabilité sur chaque année de 2015 à 2021. Ça marche. Donc, ici, vous avez des secteurs qui pèsent un peu moins, comme l'énergie qui pèse 5%, les matériaux 4%, les consommants cycliques, les services de communication et les services publics. Okay? Donc, je reviens sur la présentation. Et je vais terminer avec les USA MSCI, qui c'est l'indice conçu pour mesurer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché américain. On a 629 sociétés dedans et l'indice il couvre 85% des capitalisations boursières ajustées au flottant aux États-Unis. C'est quoi ajusté au flottant? Les sociétés, si une société est cotée en bourse, pas forcément 100% des actions sont négociées en bourse. Les propriétaires, ils peuvent avoir un certain pourcentage qui n'est pas même négocié en bourse. Donc les flottants, c'est la partie que nous, les particuliers, on peut acheter dans la bourse. Donc ça veut dire que dans cet indice, 85% de toutes les actions négociées dans les États-Unis sont dans cet indice de référence. Donc je vais vous montrer ici sur les sites MSCI. Vous pouvez trouver aussi sur les sites d'Amundi. Vous pouvez acheter cet indice avec Amundi. Les codes c'est CU2. Donc vous avez les codes ISIN. Mais je vais vous montrer les sites des USA MSCI, qui c'est la société qui va créer les indices de référence. C'est une société financière qui travaille pour analyser les indices, pour créer des indices intéressants pour que les courtiers et les émetteurs d'ETF puissent juste suivre après. Okay? Donc je partage ici. Donc vous avez ici les MSCI USA. Donc je vais zoomer un petit peu ici. Voilà. Donc vous avez ici la performance de 2007 à 2022. Donc vous avez qu'il a accumulé 458% contre 316 de l'ETF Monde en jaune. Donc il a rentabilisé beaucoup mieux, surtout après 2010. Donc vous avez la rentabilité par 1 ici à côté. Okay? Et l'indice MSCI ACWI IMI, c'est l'indice mondial où il y a un peu moins des États-Unis qu'il est normal. Okay? C'est encore plus diversifié. Il y a plus de 2000 sociétés sur ces troisième indices ici à droite, dans les tableurs. Donc, dans les MSCI USA, c'est un très bon indice. Je dirais que c'est mon indice préféré sur les marchés américains, plus que les S&P 500 et plus que les Nasdaq, puisqu'il est plus équilibré, à mon avis. S'il faut garder pendant 50 ans, normalement, on va avoir moins de surprises. Peut-être avec les S&P 500 ou les Nasdaq, on peut performer encore mieux ou pire, mais les MSCI USA vont avoir plutôt rester entre la moyenne de S&P 500 et du Nasdaq avec un peu moins de risques. Donc vous avez ici que depuis 1998, il a rentabilisé 7% par an, mais sur les 10 dernières années, il a fait 15% par an et sur les 3 dernières années, 18% par an. Donc quelle rentabilité vous devez atteindre de ce type d'indice? Bon, entre 7 et 13% de rentabilité par an.
ok? Ça depuis 24 ans qu'il a cette rentabilité. Par rapport aux principales sociétés, vous allez trouver ici que Apple pèse 6, Microsoft 5, Amazon 5, Alphabet 2, Alphabet deuxième option presque 2%, Tesla, Nvidia, Meta, United Health, Johnson Johnson. Donc vous allez voir ici que dans les top 10 des sociétés, elles vont peser entre 20 et 25%, donc un peu moins surpondéré que l'S&P 500. Vous avez 629 sociétés dedans, ici à gauche vous avez 629 sociétés. Okay. Et par rapport à la répartition sectorielle, vous avez ici que la technologie pèse 28%, donc presque la même chose que l'S&P 500. Vous avez la santé, la consommation, la finance, la communication, les industries. Donc, ça respecte plutôt la même chose que l'S&P 500, sauf qu'on va avoir 129 sociétés de plus, donc on va avoir des sociétés moyennes dedans, et va diminuer les poids des top 10 des sociétés. C'est un très bon indice. Okay? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui investit sur l'MSCI USA? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais vous savez bien que j'aime bien cet indice-là. Edouard a dit très bonne vidéo avec backtest. C'est vrai, la vidéo que je vous ai recommandée de comment construire et analyser un portefeuille d'ETF, il y a un backtest. Backtest, c'est les noms qu'on donne aux outils capables d'en fait de simuler nos investissements avec des données réelles du passé. Okay? Donc ici, je vais passer la présentation. Donc, portefeuille d'action, portefeuille d'ETF ou portefeuille d'action. Vous devez analyser les temps nécessaires sur l'analyse. Si vous n'êtes pas passionné, si vous voulez pas être quelqu'un qui va aller loin sur l'analyse, un portefeuille d'ETF est recommandé pour vous. Pour un vrai débutant qui vient de commencer, au moins la moitié de portefeuille en ETF. Je conseille les ETF pour la majorité des personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va commencer à acheter des actions et faire déjà des bons coups ou simplement va accepter les niveaux de risque des actions en direct. Donc, en deuxième place, le niveau des risques. Vous savez qu'avec les actions directes, on a plus de risques. On peut acheter une action et elle peut baisser de 40 ou 30%, pendant que les autres actions ne baissent pas. Avec un ETF, c'est presque impossible parce que si une action parmi les 500 sociétés de marché américains baisse de 30%, ça va peser très peu parmi toutes les sociétés de marché. Donc, les risques intrinsèques des sociétés est beaucoup plus élevé une fois qu'on achète en direct. Bien sûr, hein, c'est toujours rentabilité-risque. Si on peut perdre avec les actions, ça veut dire qu'on peut gagner aussi beaucoup plus. Donc, il y a toujours les deux côtés. Les niveaux d'expérience aussi. Hein, donc, comme j'avais dit, pour les débutants, je conseille vraiment les niveaux, si vous êtes débutant, plutôt les ETF pour commencer, ou un mix d'ETF et actions. Si vous avez l'envie d'aller plus loin, les actions, évidemment, pour apprendre l'analyse fondamentale, pour savoir vraiment ce que vous achetez, et la décision directe sur vos finances, si vous voulez vraiment savoir chaque action que vous possédez, savoir vraiment ce que vous achetez avec votre argent, surtout si vous avez quelques critères moraux aussi, parce que dans les indices de référence, forcément, on va avoir quelques sociétés qui vendent des armes, ou vendent des drogues, etc., légalisées évidemment. Et donc, avec ces critères-là, peut-être acheter des actions, ça peut être plus intéressant. Ou sinon, vous allez choisir même des ETF ESG ou des ETF qui respectent les critères sociaux, de l'environnement aussi et de la gouvernance de la société. Okay? Donc, achat de la master. Donc, je vais revenir ici juste une petite seconde parce que j'ai fait quelques achats aujourd'hui. Je vous ai envoyé sur les groupes Telegram. Je vais partager avec vous. Mon écran, juste une petite seconde, je dois changer beaucoup de choses ici pour vous montrer. Voilà. Donc maintenant, vous voyez mon écran ici avec Williams Sonoma, une des sociétés qu'on a déjà achetées dans les portefeuilles. Donc j'ai déjà expliqué les raisons de l'achat. Si vous faites partie de la newsletter qui est dans la description de la vidéo, vous allez trouver les détails. Je ne vais pas passer en détail maintenant sur chaque société. Je vais juste vous montrer les achats et quelque chose d'autre que je suis en train de regarder. Il y aura des lives dédiés à aller à fond sur les choix. Ok, donc bientôt on va revenir sur la présentation. Je vais vous montrer sur quel live on va dédier pour vous montrer quelles sont les faiblesses
et quels sont les potentiels des sociétés qu'on a ajoutées. Mais évidemment, ça ne sert à rien de savoir ça après acheter. Donc, c'est pour ça que je vous fais un résumé et je vous envoie des rapports financiers comme celui-là des Morningstar que je vous montre. Vous allez trouver ça dans les groupes Telegram, dans les groupes WhatsApp. J'ai envoyé aujourd'hui et dans les mails de la newsletter de la Master. Donc, Williams Sonoma, la société, elle est sous-évaluée. Comme toutes les sociétés que j'essaye d'acheter sont sous-évaluées par rapport à la moyenne de marché. Elle fait un cours au bénéfice des 11 contre 20 de marché actuellement. Donc, une croissance des chiffres d'affaires. Donc, pour faire un résumé, j'essaye toujours quelques critères de base pour acheter les sociétés. J'essaie d'acheter le maximum possible des cours au bénéfice qui ne soient pas très élevés, surtout par rapport à la croissance. Donc, si les cours au bénéfice, c'est des 11 et la croissance des bénéfices sur les 5 dernières années, c'était des 20%, ça veut dire que la croissance est même plus élevée que les cours au bénéfice par rapport aux prix qu'elle a négociés. Donc, ça montre un prix intéressant. À part les prix, je regarde aussi la marge nette, super intéressant que ça soit plus élevé que 4 ou 5 ou 6%, là c'est 12. Les retours sur capitaux propres, plus de 20%, c'est déjà l'idéal. La marge d'exploitation plus élevée que 14, c'est dans l'idéal aussi. Et aussi, on voit la tendance de bénéfices par action. Donc, si la tendance, elle est d'augmentation, ça veut dire que les résultats nets, elle est en augmentation depuis quelques années aussi. Donc, ça, c'est intéressant à connaître. Donc, ça montre la partie quantitative de la société. On a vérifié. Évidemment que je suis allé sur les sites de la société, j'ai regardé après quelques détails de plus, les managements et les critères qu'on a discutés hier, qui sont en fait les faiblesses, qui sont les opportunités que la société possède. Okay? Donc, normalement, si on achète des sociétés avec des belles marges, comme on vient de voir ici, et que la société possède un cours sur bénéfice acceptable, surtout par rapport à la croissance, normalement, la société va avoir un potentiel de hausse plus élevé qu'un potentiel de baisse, même si on vit dans une période compliquée de marché. Okay? On a acheté Meta, c'est une société que je vais acheter. Je suis intéressé par Meta depuis longtemps, sauf qu'elle était surévaluée. Et je juge, je n'ai pas acheté Meta, mais je vais acheter. Et je vais même aller sur les courtiers pour acheter maintenant avec vous. C'est la société que j'ai laissée pour faire ça avec vous maintenant. Meta, ce n'est pas une société comme Google qui a d'autres domaines d'activité. L'argent vient des autres domaines d'activité qui c'est pas que les marketing, les ads, les publicités en ligne. Mais Meta possède Facebook, Meta possède Instagram et possède WhatsApp. Les chiffres qu'ils possèdent, les nombres des données, c'est incroyable. Ils peuvent savoir tout ce que les gens font et les données, ça vaut beaucoup, surtout par rapport aux publicités. Donc, je considère que la baisse est justifiée. Dans un certain point, mais pas une baisse de 60% comme ils ont eu. Si on regarde par exemple la marge nette, c'est des 33%. Imaginez un business qui a une marge de 33%, retour sur capital propre de 30%, marge d'exploitation de 40%, toujours des croissances de chiffre d'affaires, même si sur les derniers trimestres, la croissance était juste de 6%, c'est parce qu'ils ont presque 1 milliard de clients. Une société qui n'a pas de dettes, une société qui a beaucoup de trésorerie, okay? E une société qui cote à ce moment, une société de technologie qui cote un cours au bénéfice de 13. Et la croissance des bénéfices la plus faible, c'est des 3 ans, qui c'était 22%. Donc, c'est carrément un prix sur bénéfice, un cours sur bénéfice payable, surtout par rapport à la croissance qu'ils ont obtenue. Donc, c'est pour ça que je vais choisir d'acheter Meta aujourd'hui. Je vais acheter 3 actions actuellement. Donc, je vais aller sur les courtiers ici. Donc, vous avez mon courtier. Je vais aller sur investissement. Donc, évidemment que sur DeGiro, vous pouvez trouver toutes les sociétés que j'ai déjà ajoutées dans mon portefeuille. Je vais chercher Meta. Donc, pourquoi ils ne trouvent pas Meta, ma plateforme? Je vais chercher les codes directement ici. Les FB pour voir si ça va mieux. Voilà. Donc ici, il montre encore comme Facebook. Donc voilà, l'action, ça cote à 200 $ maintenant. Je vais placer ici une quantité de 3. Donc ça donne 600 $. Et je fais Buy. Donc l'ordre a été envoyé. Donc si je viens sur My Account, donc vous allez voir ici les achats que j'ai déjà faits, les pourcentages des gains et pertes. Comme ça fait quelques jours, évidemment, qu'il y a quelques petits pourcentages des gains, des autres pourcentages des pertes.
Il y a quelques sociétés qui ont performé depuis l'achat que j'ai fait aujourd'hui, ont gagné quelques pourcents, des autres ont perdu quelques pourcents, c'est normal, c'est pour une période de très long terme, et donc je vais aller sur les autres sociétés maintenant. Malibu Boat, c'est une des sociétés que j'ai déjà achetées, j'ai déjà expliqué les raisons, donc vous avez les rapports ici, toujours la même chose, forte rentabilité, faiblement des dettes qui sont acceptables et faiblement valorisées, c'est ça les principes de base que j'utilise pour investir. PayPal, vous avez vu que j'ai renforcé aujourd'hui aussi parce que je trouve que c'était exagéré la baisse qu'ils ont eue. J'ai acheté Learn Research, c'est une société qui fait des équipements de fabrication pour les semi-conducteurs. C'est une société qui pèse beaucoup dans la bourse, elle pèse 67 milliards, donc ce n'est pas une petite société, c'est une énorme société. Ils ont une baisse, à mon avis, pas justifiée aussi. Ils cotent un cours sur bénéfice des 15. Ils ont presque pas, les dettes sont acceptables, dettes long terme sur les actifs, c'est inférieur à 5%. Ils ont une croissance sur 10 ans des 16% et sur les 5 dernières années presque des 40%, c'est que justifie les prix payés. La croissance des chiffres d'affaires aussi, marge d'exploitation énorme, marge nette énorme, retour sur capital propre énorme aussi, et la tendance haussière de bénéfices par action. Okay. L'autre société, et cette société-là, si vous créez les filtres Yahoo Finance, vous allez la trouver dedans, comme j'ai montré hier. Learn Research, c'est une société que je suis intéressé, donc c'est pour ça que j'ai acheté environ 5-6%. Okay. Je vais fermer ici. Il y a EPAM Systems, que c'est comme un Alten, un Altran, un AK du marché américain. C'est une société d'ingénierie qui fait des projets pour des autres sociétés. Elle a beaucoup baissé ces derniers jours dans la bourse parce qu'elle avait des activités en Russie et en Ukraine. Ça représentait les deux ensemble environ 15% de l'activité. La société a une baisse de 70%. C'est pour ça qu'à mon avis, ce n'était pas acceptable, telle baisse. C'est pour ça que j'ai acheté aujourd'hui une société avec une belle croissance, belle marge nette, belle marge d'exploitation, pas endetté du tout, des retours sur cours au bénéfice de 27, c'est un peu cher, mais pas pour la croissance des bénéfices de 24% par an, c'est acceptable. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il a fait une hausse de 22% qu'aujourd'hui. Et malheureusement, je n'ai pas pris cette période parce que je n'ai pas acheté aux premières minutes du marché. J'ai acheté pendant la journée. Et donc, elle a monté 5% après mon achat. Mais juste aujourd'hui, elle a monté 22%. Et quand même, je pense qu'il y a encore au moins 30% de hausse, au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc, pendant un an, je pense encore qu'elle a 30%. C'est que c'est excellent. Si on veut faire des rentabilités des 10, 12, 13% par an, mais on arrive à faire avec une société 25 ou 30, je trouve déjà extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai ajouté la société dans les portefeuilles. Il y a Toll Brothers, qui c'est une société qui fait des maisons de luxe aux États-Unis. C'est la seule société immobilière, je pense, que je vais ajouter dans les portefeuilles, parce que comme la société vend pour les marchés des luxe des États-Unis, les marges sont plus élevées, donc vous allez trouver presque 10%. Dans les marchés immobiliers, cette marge, normalement, c'est un peu plus faible, donc elle a plusieurs années avec des marges de 10%, marge nette, marge d'exploitation de plutôt 12%. La société, elle est pas endettée. La société, elle fait une croissance des bénéfices de 24% sur les 5 dernières années, même 39% sur les 10 dernières années. Donc, société qui a fait plusieurs multiplications dans la bourse. Donc, vous voyez qu'elle était plutôt à 22 et maintenant, elle cote déjà à 50 euros. Donc, une société qui pèse 6 milliards dans la bourse américaine. Et donc, on va aller un peu plus loin sur l'analyse, comme j'ai dit, dans un épisode à venir encore de la Master. OK? Ensuite, juste une petite seconde. On passe à la prochaine, Technoglass. C'est une société risquée que j'ai achetée dans les portefeuilles. Elle pèse 1 milliard dans la bourse, donc c'est une petite société américaine. Elle fait des systèmes, elle fait en fait des verres et systèmes de protection pour la fenêtre qui va empêcher la chaleur. Des autres qui vont utiliser l'énergie solaire aussi. Donc c'est un domaine disruptif. La société elle code 16 fois ses bénéfices avec une croissance qui peut être très élevée à l'avenir, avec une marge d'exploitation élevée, marge nette élevée. La croissance du bénéfice net par action, ça a montré qu'elle a resté stable jusqu'à 2018, mais ensuite, les bénéfices par action est monté. Okay? Et donc, on a la société ici, elle est faiblement valorisée, mais c'est instable, c'est une société petite, tout peut arriver avec cette société. Si vous l'achetez dans les portefeuilles, c'est parce que vous êtes prêt à perdre aussi 20-30%
où vous pouvez gagner 20-30% rapidement. Donc, ça fait partie un des choix les plus risqués de portefeuille jusqu'à ce moment. Ça marche? Il y a des autres sociétés que je suis intéressé aussi, comme Deckers Outdoor. Toujours quand j'utilise des screeners, elle apparaît. C'est une société qui vend des vêtements, des chaussures en fait. Elle a fait x10 sur les plusieurs années dans la bourse. Donc, se considère depuis 2008, elle s'est multipliée par plusieurs fois. C'est une société qui a une baisse récente qui n'est pas justifiée à mon point de vue. Peut-être on va l'ajouter dans les portefeuilles. Elle a des marges nettes élevées, toujours les mêmes critères. Hein, donc, ça ne vaut pas la peine de répéter beaucoup. Quand je vais faire l'analyse de chaque société avec vous dans un épisode, je vais plutôt vous montrer les sites des sociétés, ce qu'elles font, les managements, des critères plutôt subjectifs, parce que les critères quantitatifs, vous voyez déjà, c'est plutôt la valorisation, les marges et la dette. Donc, Boot Barn, c'est une société aussi qui apparaît toujours sur les screeners. C'est une société qui vend des vêtements pour les cowboys américains. Donc, vous voyez les types de t-shirts avec des carrés, des bottes, etc. C'est une société qui a fait x10 sur les dernières années dans la bourse. Elle a plus de 300 magasins aux États-Unis. Les marges sont énormes et à chaque fois, ils ont plus de magasins. Et après les Covid, ils ont commencé à faire des ventes en ligne et ça a explosé la société. Elle se multiplie plusieurs fois depuis les Covid. Donc, la société a fait une hausse des x4, x5 depuis les Covid avec les ventes en ligne de ce type de vêtements. Et on sait très bien qu'elle peut aller sur des autres pays aussi. Donc, c'est une chose qui m'intéresse. Il y a Applied Materials, donc société aussi de fabrication des semi-conducteurs. Ça m'intéresse aussi. Je suis en train d'analyser. Micron Technology aussi fait des mémoires pour les PC, pour des équipements électroniques. Dr. Horton, c'est une société basée sur les États-Unis. En fait, ils vont travailler avec les appareils pour les dentistes. Elle pèse 28 milliards dans la bourse, ce n'est pas une petite société. Et on a aussi donc Intel, qui à mon avis, c'est très sous-valorisé. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut que j'aille sur les bilans financiers et les comptes des résultats. C'est ça que je vais faire encore aujourd'hui. Intel, c'est une société qui cote à 9 fois les bénéfices. C'est une société pas endettée, c'est une société avec des marges élevées, des retours sur capital propre élevés, mais évidemment, pas de croissance sur les chiffres d'affaires, ça fait un peu peur aux investisseurs. Donc c'est pour ça qu'elle ne se développe pas sur la bourse. Mais à mon avis, elle mérite plus que 44 euros, elle mérite au moins 50 euros dans la bourse, donc peut-être un potentiel de 12-13% sur les moyens termes avec Intel. Donc c'est une société que je garde un œil dessous. Ok? Si je reviens sur donc mon portefeuille, sur les 10 000 euros à investir, j'ai déjà investi un peu plus de 5 000 euros. Probablement, je vais renforcer quelques sociétés qui sont ici déjà. Surtout celles qui sont en perte de 3 à 4%. Si on arrive lundi prochain avec des pertes de 5, 6, 7, 8, je vais renforcer. Donc, mon objectif, c'est d'avoir entre 10 et 14 sociétés. Ok, donc on a 3, 5, 9 sociétés ici pour l'instant, avec Facebook que je viens d'ajouter. Et ce que je souhaite, c'est d'avoir entre 10 et 14. Donc, je pense qu'on va ajouter encore 3 ou 4 sociétés pour arriver à 13 ou 14 dans ces portefeuilles. C'est un mix des grandes, petites et moyennes sociétés. Il y a des sociétés classiques comme Facebook, comme PayPal, comme Painter. Il y aura peut-être des sociétés comme Intel ou des autres sociétés très connues, mais il va y avoir des petites sociétés aussi pour avoir un peu plus de potentiel sur les longs termes, en sachant que les sociétés qui sont petites, elles ont des potentiels de pertes aussi. Donc, si on va trouver ici moins 15 ou moins 20, ça fait partie du jeu. Dans la moyenne, on vient un portefeuille gagnant. Ça veut dire que dans la majorité des choix, il faut que la majorité des choix soient gagnantes, parce qu'on sait qu'il y a quelques sociétés ici qui ne vont pas fonctionner bien. Je ne suis pas les PDG, vous n'êtes pas les PDG, on n'est pas les employés de la société, on ne peut pas contrôler les conflits, les guerres, l'économie, les taux d'imposition, etc. Donc l'objectif de l'investisseur de long terme, c'est être partenaire des belles sociétés, parce que ces types de sociétés vont réussir à long terme. Et donc, c'est dans la majorité de portefeuilles, on fait des bons choix, donc on va être gagnant. Ok? Donc, je reviens ici sur mon image et je vais sur la présentation en fait. Donc, n'oubliez pas de faire votre préinscription sur l'Insider. On a déjà beaucoup de préinscriptions et les places sont limitées. Donc, vous allez recevoir les informations privilégiées si vous faites la préinscription pour l'Insider. Ici, c'est la liste des sujets qu'on a déjà traités. Donc, aujourd'hui, on a fait l'investissement passif. Demain, on va parler de l'investissement actif.
C'est ça qu'on fait hein, quand j'achète des actions sur les marchés américains. C'est un investissement actif. Quels sont les risques, quels sont les avantages, les poids des frais aussi sur les investissements qui sont actifs. Et ensuite, sur l'épisode 11 et 12, on va plutôt passer du temps sur les sociétés déjà achetées et sur les 3 ou 4 sociétés qu'on va acheter encore. Donc, on va aller sur les sites, on va regarder les bilans ensemble, on va regarder les faiblesses, on va comparer avec les concurrents. C'est ça qu'on va faire sur l'épisode 11 et 12. Sur l'épisode 13, on va faire les résumés et les critères. Donc, on va résumer tous les épisodes qu'on a déjà fait. Okay? Et le 14e, c'est les conclusions et dernier achat pour fermer les portefeuilles. Et au dernier épisode aussi, je vais ouvrir les inscriptions pour l'insider pour ceux qui sont intéressés quand les Dollar Master sera terminé pour commencer un nouveau groupe d'investisseurs avec moi. Okay? Pour regarder après les portefeuilles en détail avec moi, pour avoir accès aux portefeuilles des small cap françaises, les portefeuilles à dividendes qu'on a aussi, les portefeuilles des cryptos et tous les contenus et les lives privés et les contenus qu'on a accès à vie. Ça marche? Mes amis investisseurs, les lives prochains demain à 20h, c'est un investissement en actif. Donc, on va faire l'analyse des investissements en actif. Et je vais voir vos commentaires maintenant. Oui, vous faites des commentaires par rapport les ETF, par rapport EPIN. Jacques a dit aussi 23% pour EPIN. C'est une hausse énorme. Imaginez 23% dans une seule journée. Malheureusement, on a raté, mais quand même, quand je vous envoyé les mails, il était possible de faire 4% qui est aujourd'hui avec l'action. Et je la trouve encore sous-valorisée. Je pense que la société peut faire encore 20 ou 30% au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc, toujours avec un biais des moyens et long terme. OK? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie de votre présence ici. Demain, on arrive au 10e live dans la Master. Vous imaginez les 10e live d'affilée tous les jours à 20h. On est là. Je suis là pour partager le maximum de connaissances possibles avec vous. J'espère que ça vous aide. N'oubliez pas de liker la vidéo hein, parce que vous êtes 120 personnes ici. Je vais voir au moins 120 likes là. Ça aide beaucoup la chaîne sur YouTube. Et demain, 20h, on est ici pour un nouveau live. Ça marche? Je vous laisse. Je vous